Et deuxièmement, on a une attestation également écrite, parce que chaque témoin devait témoigner par écrit sur quoi ils allaient témoigner. Et M. Benbassa dit clairement de ses écrits qu'il reconnaît avoir été contacté. Les dirigeants de la Sogecor nous ont contactés pour nous préciser leurs intentions et nous demander s'il était possible de sauvegarder les entreprises Moussaji dans une perspective de reprise. C'est ce qui a été fait malgré les lenteurs des négociations. Signé Thierry Benbassa. Ce qui veut dire qu'on a une attestation signée de la main du banquier, comme quoi il a été en contact avec la Sogecor avant même la signature des actes de vente. La Sogecor, on souhaiterait aussi mettre en avant, parce que c'est aussi le cœur du débat, on va parler surtout du point de départ, parce que tout le reste n'est que la conséquence des actes de cession et tout ça, le tribunal arbitral et tout. Mais à 31 ans, quel intérêt était pour nous de vendre nos sociétés alors qu'on est à la moitié, à la fleur de notre jeunesse, on aimait notre travail, on n'avait aucun intérêt, mais on nous a obligés à le faire. Et maintenant, c'est pourquoi on a assigné la Brède à Paris pour rupture abusive des concours bancaires et collusion frauduleuse avec la Sogecor pour l'accaparement de nos parts sociales en fraude de nos droits. Attendez, alors, c'est rupture abusive des concours bancaires. D'accord. Et collusion frauduleuse avec la Sogecor pour l'accaparement de nos parts sociales en fraude de nos droits. Des répétitions. Donc, on a assigné la Brède à Paris depuis 2010 pour rupture abusive des concours bancaires. Et surtout, j'insiste sur la collusion frauduleuse avec la Sogecor pour l'accaparement de nos parts sociales en fraude de nos droits. Pardon, c'est devant quel tribunal? Tribunal de Paris. Oui, mais c'est quoi, la chambre commerciale? Oui, c'est la chambre commerciale de Paris. Et le juge a prononcé à notre demande un sursis statut dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours. Il attend le pénal. Voilà. Il a estimé qu'il y a quand même des éléments qui pourraient être susceptibles d'avoir des suites pénales. C'est pas tout. La Brède, à 5 jours de la fin du délai d'expulsion, c'est-à-dire, on a rencontré M. Benbassa le 20 août, il nous a dit, amenez 200 000 €, je revois ma position. On a dit, M. Benbassa, on n'a pas les 200 000 € parce qu'on a été contraint d'autofinancer. On dit, pourquoi vous ne nous financez pas? On a des accords Sofaris, on a autofinancé 1,5 million d'euros en l'espace de 2 ans et demi. Ce n'est pas donné à tout le monde, parce que les sociétés dégageaient une capacité d'autofinancement telle qui nous a permis de nous lancer et d'arriver justement à des résultats assez encourageants. Donc, M. Benbassa, il nous a dit, amenez 200 000 € et je revois ma position. On a dit, on n'a pas les 200 000 €, par contre, on a un terrain. Et je vais insister sur le terrain, je vais d'ailleurs le noter ici, parce que c'est... Depuis 2006. On est en 2013. Donc, on a dit à M. Benbassa, on a un terrain. Prenez, et quand ils nous mettent dehors, on est à moins 276 000 € sur les 4 sociétés, parce qu'il y en a une qui a été créditeur. Il nous dit comme ça, il ne fait pas d'immobilier. Il a refusé cette garantie. Où est-ce qu'on voit qu'une banque refuse une garantie pareille? Et il nous propose une garantie sur notre stock. Et l'apport éventuel, l'introduction éventuelle d'un partenaire structurant. Donc la banque commence à emmener le chevalier blanc qui arrive, qui s'appellera la Sogecor par la suite. Donc le 29 août
2006, à 5 jours de la fin du délai d'expulsion, qui finissait donc le 3 juillet, on nous met dehors, 3 août, 3 septembre. Donc à 5 jours de la fin du délai d'expulsion, on signe Oxiga, c'est-à-dire que on donne à la banque pour 300 000 € de stock gagés qui sont payés, et nous donner les 200 000 € de trésorerie. Pour tout le monde, c'est la logique, il n'y a pas besoin d'être juriste. La signature de la convention Oxiga valait arrêt de l'expulsion. La banque ne va pas signer un contrat à 5 jours avec nous d'un gage sur les stocks pour nous mettre dehors 5 jours après. Ça n'a aucun sens. Et qu'est-ce que la banque a fait? Et ça, la Sogeco, on n'en parle pas, mais moi je souhaiterais venir là-dessus parce que tout le reste vient de là. La banque nous a dit, bon, monsieur Moussagi, les 200 000 €, on ne vous les donne pas, vous renflouez les comptes et vous dégagez quand même. Et là, c'est grave. C'est-à-dire qu'ils ont transformé 300 000 € d'actifs circulants, c'est-à-dire de stocks disponibles, payés, qui appartiennent à la société, en actifs immobilisés. C'est-à-dire, on a 300 000 € de trésorerie qu'ils ont gelé. Donc, ils nous mettent un pétard sur la tête. Et là, la Sogeco était arrivée, ils voulaient un rapprochement, vous êtes les hommes qu'il nous faut. Jusqu'à maintenant, bon, ils avaient seulement 1,97% de part de marché en 2006. Nous, on était à 20%, juste derrière le groupe Ayotte. Donc, ils nous disent comme ça, voilà, vous êtes les hommes qu'il nous faut, c'est un partenariat, nous, on a des millions d'euros. Jusqu'à maintenant, on a mis je ne sais pas combien de directeurs, ça n'a jamais marché, mais vous, avec vous, au commercial, nous, aux finances, on va prendre le marché, parce que si on laisse faire le groupe Ayotte, ils vont tout prendre. Et d'ailleurs, dans le pacte d'actionnaires, c'était écrit que le rapprochement avec la Sogeco, c'était pour contrer le groupe Ayotte. C'est ce que la Sogeco, c'était leur intention. Donc il fallait, pour entrer dans nos sociétés, il ne fallait pas qu'ils rachètent tout, parce que s'ils rachetaient tout, il fallait qu'ils payent d'un coup. Donc la stratégie, c'est de devenir actionnaire majoritaire et de nous laisser actionnaire minoritaire. Pouvoir entrer chez nous, nous faire croire qu'on est toujours actionnaire, associé, et s'accaparer des sociétés, comme ça a été le cas. Donc, j'insisterai aussi sur la création des emplois. En 2006, les 5 sociétés ensemble ont quand même créé près de 45 emplois. Dans un contexte économique actuel, avec un taux de chômage qui ne cesse de grimper, qui est devenu une des priorités d'ailleurs du gouvernement, c'était quand même pas mal avec les moyens qui nous ont été donnés. Donc la Sogeco, moi je reviens aussi sur le mensonge de la Sogeco qui fait croire à tout le monde que les sociétés étaient exsangues. C'est-à-dire que les sociétés, ça valait rien, d'ailleurs ça a été mis dans l'article de Marianne, voilà, où la Sogeco, d'ailleurs ils n'interviennent jamais. Quand la presse les demande leur avis, souvent ils n'en parlent pas. Donc ils font exprès de jouer les muets, parce qu'ils savent très bien. Nous, on souhaiterait justement avoir un débat avec eux pour pouvoir justement prouver à tout le monde ce qui se passe dans cette affaire. Donc, les sociétés, on a un rapport financier qu'on a déjà fourni à la presse, dégagé ensemble un excédent brut d'exploitation en 2006 de 596 000 €. C'est-à-dire que les sociétés avaient la possibilité de rembourser 50 000 € par mois aux banques. Si nous avions financé même 400 ou 500 000 €, on n'aurait même pas eu besoin de vendre. Donc voilà. Donc, nous, on va vous raconter ensuite, le 29 juin, donc, le jour de la vente chez Maître Arnaud. Maintenant, voilà les complices. Il y a la Bred. Maintenant, on va venir sur l'intervention de Maître Arnaud, Maître Patrick Arnaud, qui a été une des chevilles ouvrières de cette escroquerie dont nous sommes victimes. Donc, le 17 octobre 2006, dans un premier temps, on cède à CAO, filiale de la Sogeco, pour calmer la Bred. Parce que la Bred a donné une prorogation de l'article 60 au 10 octobre premièrement, puis au 25 octobre. Donc le 17 octobre 2006, dans le cabinet de Maître Arnaud, croyant mettre fin définitivement, un terme définitif à la pression des banques, on cède à CAO, filiale de Sogeco, un terrain.
je parle de ce terrain-là, de 2407 mètres carrés à Saint-Louis, pour un montant de 210 000 €, les 70%. Ils nous ont dit, voilà, comme on envisage un partenariat à 70-30, mais pourquoi pas faire déjà une opération à 70-30 sur le terrain? Ça vous permettra de calmer les banques et de préparer sereinement, qu'on vous soumette les actes de vente sereinement. Donc voilà, le 17 octobre 2006, on cède à CAO filiale de Sogecor le terrain pour un montant de 210 000 €. Mais dans les actes, Maître Arnaud, ils nous disent qu'ils voulaient avoir la garantie que ces fonds allaient servir pour renflouer les comptes. Donc, on était toujours gérant d'MDOI, donc les chèques sont faits non pas à l'ordre des vendeurs, Moussaji Salim et Yassine, mais à l'ordre de la société MDOI. Ce qui veut dire, et là j'insisterai, c'est quand même important, en l'espace de, si on prend le contrat Oxiga, il y a 300 000 €, plus le terrain, 210 000 € pour les 70%, ce qui veut dire qu'en l'espace du 29 août et le 17 octobre, en l'espace d'un mois et demi, on a mis sur la table 510 000 € de garantie incontestable, plus une caution personnelle de 1,3 million d'euros qui nous ont fait signer. Caution. Un demi-million d'euros, on l'a mis sur la table. Et la banque n'a pas arrêté. Ça aurait dû. Avec ça, ça a été reconnu qu'on a fait tout ce que la banque, le tribunal arbitral l'a reconnu, qu'on a fait tout ce que la banque a demandé. Voilà, quand on a vendu la Sogecor, les comptes avaient été déjà renfloués à un demi-million d'euros qu'on a mis sur la table. Comment ça se fait que les banques continuent à nous la pression? Maintenant, le 23 octobre 2006, on a rendez-vous chez Maître Arnaud pour prendre connaissance des actes de vente. Et à la veille de ce rendez-vous, on voit M. Nicolas Rabot de la Brède de Port, juste le collaborateur de M. Benbassa, qui nous dit, on dit, M. Rabot, on ne veut pas vendre nos sociétés, on a mis un demi-million d'euros sur la table, laissez-nous, revenons à la discussion, on veut travailler, on est jeunes. Monsieur Moussaji, vos problèmes d'argent, j'en ai rien à faire. Si demain vous n'avez pas un repreneur, vos sociétés vont être vendues à la bougie. Quand on était jeunes, on n'avait pas les formations au niveau juridique, on n'était que des commerciaux, et nos sociétés étaient bien gérées, tous les comptes étaient attestés par M. Lala, qui était dernièrement président de l'Ordre des experts comptables. On n'avait pas de formation juridique. Donc on a rendez-vous chez Maître Arnaud pour voir les actes. Et cette séance chez Maître Arnaud s'est transformée en séance de chantage. La Sogecor nous a dit que ça a été un chantage et c'est le début de l'escroquerie. On nous a fait signer n'importe quoi et avec une grosse complicité de Maître Arnaud. D'ailleurs, tout le monde le dit aujourd'hui que Maître Arnaud porte une grosse responsabilité dans cette affaire. Il est toujours là, Maître Arnaud ? Oui, il est toujours là. Donc, on nous a dit, bon, comme on n'avait pas d'avocat, on a dit on emporte les actes, on emporte les contrats, et on revient vers vous. On allait les soumettre à Maître Akoun, qui avait été avocat de la famille. Et elle a dit, quoi? Vous avez vu combien de temps ça nous a pris pour préparer ces actes-là? Soit on signe maintenant, demain notre offre ne tient plus, c'est ce que le PDG de la Sogecor a dit. Demain vos sociétés sont en monde, la banque vous avez mis dehors. Comme on vous a dit, ce sont les hommes qui font la force d'une société et tout ça. Donc, pressé. Là, on a dit oui, mais on ne peut pas signer comme ça. C'est alors que Maître Arnaud, face à nos hésitations, est intervenu et a dit « Messieurs Moussaji, j'en appelle à la noblesse de la profession d'avocat. Ces actes ont été rédigés par moi-même et mes collaborateurs. Ne recèlent d'aucun piège. Connaissant l'urgence de la situation et la pression des banques, je serai dans cette affaire à la fois votre avocat et l'avocat de la Sogecor. Je ne risquerai pas ma réputation d'un récricocoste comme Saint-Denis. Ces actes, vous pouvez les signer, faites-moi confiance. » Donc, on n'a même pas eu le temps de les lire. Il y avait je ne sais pas combien de packs d'actionnaires, 5 sociétés, garantie d'actifs passifs,
les actes de cession partout, c'était rempli le bureau. Donc, on a signé et au final, sans avoir pu vraiment lire, comprendre exactement, et quand on était en pourparlers avec les dirigeants de la Sogecor, ils nous avaient dit à peu près à quel prix vous souhaiteriez. On avait dit entre 4,5 à 5 millions d'euros. Et le jour de la vente, il y a eu un prix provisoire qui arrivait à 772 000 euros. C'était plus 3,5, c'était plus 4,5 à 5 millions, c'est 772 000 euros prix provisoire. Mais le prix définitif interviendra plus tard. Et nous, ce qu'on souhaiterait dire, c'est qu'on est tombé ce jour-là d'un véritable traquenard juridico-financier par des gens sans scrupules. Et Maître Arnaud nous a même fait croire que la loi française lui interdisait de nous remettre une simple copie de ce qu'on avait signé, tant que les actes n'auront pas fait l'objet d'un enregistrement officiel auprès du greffe. C'est-à-dire qu'on est sorti de là sans rien en main, sans connaître nos droits et obligations. C'est seulement le 26 décembre 2006, plus de 2 mois plus tard, que sous la pression, le cabinet Arnaud nous a remis une copie de ce qu'on a signé. Ensuite, l'affaire est partie, donc ce qu'on n'a pas vu dans les actes de cession, c'est ahurissant. Il y a un prix provisoire, non pas versé à nous directement, mais versé en compte courant, associé, moitié bloqué pendant 3 mois, moitié pendant 4 ans. Il y a des clauses exorbitantes du droit commun, notamment, on signe le 23 octobre 2006, mais l'entrée en jouissance par la Sogecor se fera au 1er juillet. Vous avez signé. Oui, mais je veux dire, c'est Maître Arnaud qui était notre avocat et l'avocat de la Sogecor, donc voilà. Ils ont pris le contrôle des sociétés, ça a été reconnu maintenant, et là moi j'en viendrai à l'escroquerie, c'est pourquoi il y a des plaintes pour escroquerie. Donc on s'est retrouvés, ils ont changé les logiciels de gestion à la veille des inventaires, il y a le prix, ils ont fait défendre le prix par le propre commissaire aux comptes de la Sogecor, le cabinet HDM, dans les actes de cession c'est écrit. C'est écrit que le prix définitif viendra plus tard, en fonction d'une situation au 30 novembre, puis d'un rapport HDM. Et le tribunal arbitral, M. Lala, qui devait sortir les comptes au 30 novembre, a démissionné. Et le cabinet HDM, le rapport HDM, prévu au plus tard, au 31 décembre, est arrivé avec 7 mois de retard non daté, non signé. Donc, on s'est retrouvé salarié le 29 juin 2007, bon, je vais résumer, le 29 juin 2007, à la veille des inventaires pour l'arrêté des comptes annuels, moi et mon frère, on est virés. On est devenu actionnaire à 30%, on est viré sans être payé, avec interdiction de mettre les pieds dans les locaux et de contrôler quoi que ce soit. On a même mis un vigile au dépôt pour nous interdire l'accès. Donc c'est là que je veux... On s'est retrouvé, on est passé du statut de chef d'entreprise, deuxième importateur devenu La Réunion, à la tête de société reconnue parfaitement viable, à celui de... On a touché 7 mois d'acétique, on s'est retrouvé RMiste, voiture saisie, on n'avait plus rien, et surtout, et là je viens et je résume notre affaire à un problème de concurrence, avec une clause de non-concurrence de 4 ans, non pas seulement à La Réunion, mais sur toute la zone du sud de l'océan Indien. Ça, vous avez signé ça? Et ça, c'était les actes de Maître Arnaud. Donc ensuite, en cas de contestation, ils avaient déjà prévu dès le départ, on nous enverra devant une justice privée, il y a la clause compromissoire, donc on est tenu. Tout a été commandité dès le départ. Donc on a été contraint d'aller devant une juridiction privée.
un tribunal arbitral, et on s'apercevra, la Sogeco a pris M. Jacques Gauthier, un ex-procureur général, à La Réunion, et notre arbitre, on le découvrira plus tard, a été un des profs de fac du PDG de la Sogeco, M. Jean-Baptiste Seub. Et la présidente, ça a été également Anne-Françoise Zataragro, s'est avérée aussi être un ex-prof de fac du PDG de la Sogeco. Nous, on appellera ce tribunal arbitral qu'on qualifiera d'une juridiction de copains, parce qu'ils ont fait, mais c'est de l'avis de beaucoup de juristes, et on arrive à là justement. Bon. Tous les juristes sont unanimes, devant une juridiction normale, la vente aurait été annulée. Il y a un grand principe en droit, un adage qui s'appelle France omnia corrompit, la fraude corrompue. Donc le tribunal, il valide les cessions parce que le tribunal arbitral, ils ne sont pas tenus de suivre les règles établies dans les tribunaux de France. Donc ils font ce qu'ils veulent. Donc ils ont validé la vente, c'était le seul moyen. Et dans une deuxième sentence, ils reconnaissent que la Sogeco a changé les logiciels de gestion à la veille des inventaires, quelle était la situation à la Sogeco, on n'a pris aucune mesure de nature à corriger les nombreuses anomalies de stock, il y avait falsification de stock et tout, des dévidages de dépôts de nuit, que le rapport HDM était frauduleux, ça caractérise la volonté de Sogeco de fausser les données devant servir de base au prix définitif. Donc, d'un côté ils valident et d'un autre côté ils disent que l'acheteur a faussé le prix. Et ce qui fait qu'ils ont validé la vente, ils ont nommé un expert pour fixer un prix qui est devenu indéterminable, parce qu'il y a eu des dévidages de dépôts de nuit. Donc on s'est retrouvé, aujourd'hui on est pris, moi ce que je souhaiterais dire, on est dans un naufrage judiciaire total. Mais il y a récemment, enfin... Voilà, maintenant, il y a eu la... Vous n'avez pas, enfin, quand vous parlez de naufrage judiciaire, vous avez quand même une décision favorable. Voilà, mais j'arriverai à ça. J'arriverai à ça parce qu'il fallait... c'est pas 1,1 million qu'on a touché. La Sogeco, et j'arrive, c'était le but de notre conférence, mais je souhaiterais revenir sur la Brède et Matarno. Mais maintenant, le 30 décembre 2008, la deuxième sentence arbitrale condamnait la Sogeco à nous payer 1,5 million avec exécution provisoire. La Sogeco a saisi le premier président de la Cour d'appel, a demandé la suspension de l'exécution. Par le jugement du 24 mars 2009, le premier président a aménagé la sentence, c'est-à-dire la Sogeco de payer 170 000 et de verser le reste à la caisse de dépôt. Ils n'en sont rien fait, c'est seulement le 26 juillet 2011, pour faire échec aux saisies, qui sont allés courir consigner les fonds à la caisse de dépôt. Sauf que ils ont fixé eux-mêmes les conditions de la déconsignation, et là, dernièrement, suite à l'arrêt de la Cour d'appel, notre huissier s'est présenté à la caisse de dépôt, et les fonds n'y sont plus. Où ils sont? Et voilà, mais ils ont déjà récupéré les fonds en fraude de nos droits, et ils ont payé seulement, ils ont ressaisi le GEX, ils ont fait seulement un chèque de 366 000 €, et ils ont déjà... ils ont ressaisi le GEX, donc on est pris encore pour aller devant le juge de l'exécution. Et sur les fonds qu'ils ont payés, on a reçu les ATD de l'administration fiscale, que je vous remets là. Donc pour moi et mon frère, il y en a pour 150, 160 000 €, enfin un petit peu moins de 160 000 € avec des frais de majoration. Parce que le prix définitif vient d'être fixé à titre définitif par la Cour d'appel dans son arrêt. Ouais, ça c'est quoi ça? Ça ce sont les ATD sur les plus-values. C'est quoi ATD? Le tiers détenteur au niveau des terrains. Le niveau du terrain, touché, ça va faire 7 ans. On n'a jamais touché les 200 000 € du terrain. Et ils sont taxés d'office par là. Et on est taxé sur les plus-values sur la vente du terrain qu'on n'a jamais touché. Et sur le prix des 772 000 €. Parce que c'est sur le prix provisoire qui nous taxe, le prix du 23 octobre 2006, et on est en 2013. Et là, vous êtes taxé sur quoi, là? On est taxé sur les plus-values, et notamment sur... il y a environ 80 000 € de frais de majoration cumulés pour moi et mon frère. Ce qui veut dire que là, d'après notre avocat, on va toucher seulement un peu moins de 100 000 € chacun,
qui nous seront remis là d'ici le 30. Et j'ai ma tante qui est là, qui nous a aidés financièrement, on leur doit de l'argent. Et moi maintenant je vais revenir pour avoir, il fallait montrer que c'est pas 1 million qu'on a touché parce que c'est après quittance, il faut déjà déduire le prix provisoire qu'ils avaient payé, 387 000 €. Il y a les 170 000 € qu'ils avaient payés aux impôts au lieu de nous payer directement. Ils l'ont fait seulement 2 ans et demi après. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on touche quasiment rien. Et c'est pas tout. À ce jour, on est ruiné, on est père de famille, on n'a plus de revenus. Je viens de vous le montrer. En 2012, en 2009, on a remonté une société pour pouvoir travailler. Et cette société elle a dû être liquidée parce qu'une nouvelle fois, notre banque principale, je ne citerai pas de nom parce que je ne veux pas nous mettre à dos tout le secteur bancaire. Sous influence. Voilà. Ils nous ont réexpulsés. C'était la BRED en 2006, maintenant c'était une autre banque en 2012. Et sur ordre de la Sogeco, cette même banque a refusé de lâcher les fonds alors qu'il y avait des décisions des tribunaux. Ce qui veut dire qu'on vient de reperdre encore à nouveau quelques années de travail. Et c'est pas tout. C'était liquidé quand votre société? En 2012. Donc le tribunal a prononcé la liquidation. Donc avec pareil de Saint-Denis. La société AVSOI. Il y avait 2 points de vente, ça commençait à bien marcher. Il y a une quinzaine d'emplois qui partent encore en fumée. Et c'est pas tout, parce qu'on avait déjà été condamné à 100 000 € par le tribunal arbitral pour la violation de la clause de non-concurrence. Aujourd'hui, la Sogeco réclame 1 million d'euros devant la cour d'appel, parce qu'on a travaillé en 2009. Ils ont plaidé l'incompétence du tribunal de commerce, c'est un tribunal arbitral. Le tribunal arbitral nous a condamnés à 100 000 €. Ils sont revenus devant la juridiction normale, qui s'est déclarée compétente. On est vraiment... Nous, franchement, aujourd'hui, c'est pourquoi je reçois chaque semaine des assignations sur assignations sur assignations pour diffamation. Des assignations qui correspondent à quoi? Pour la diffamation. Et notamment, il y a 2 lettres de l'association Stop Injustice qui a été envoyée à Madame la garde des Sceaux par M. Bieber. Et moi, j'ai retransmis la lettre à un peu tout le monde pour alerter un peu l'opinion publique. Et moi, je suis assigné. Donc, je fais diffamation. Voilà, pour diffamation. La clause de non-concurrence. Et la clause de non-concurrence, on a été condamné, après justement par le tribunal des référés, à ne plus exercer sous astreinte de 5 000 € par jour de retard, avec notre nom en gros dans le genou. Interdiction de travailler. Donc, ils ont saisi la cour d'appel, on avait fait appel, la cour d'appel a validé. Et la Sogeco s'est présentée devant le GIEC dernièrement. Ils ont essayé de liquider 5 000 fois le nombre de jours, 955 000 €. Ils ont été déboutés, mais ils ont refait appel. Donc ils reviennent en appel dessus. Ça nous coûte des frais d'honoraires, des milliers encore de frais d'honoraires pour nous défendre. On est plongé dans un bordel judiciaire total. Et ça n'en finit plus. On reçoit des assignations sur assignations sur assignations, alors qu'on s'est fait ras-le-bol. On a ras-le-bol qu'en face, c'est l'instrumentalisation totale de la machine judiciaire et du réseau bancaire, de certaines banques, pour nous mettre par terre. Et aujourd'hui, il est évident, il n'y a pas besoin d'être juriste, il n'y a pas besoin d'être des grands connaisseurs du droit. Moi, je vais parler des faits, les faits parlent d'eux-mêmes. Et les faits, on est victime d'une abominable arnaque, d'une escroquerie, et rien ne vient justifier à ce jour que moi je suis mis en examen pour avoir appelé la Sogeco pour réclamer mon dû, sans avoir insulté. D'ailleurs, j'ai mis en défi de venir dire que je l'ai insulté, etc. Et eux, ils sont même pas mis en examen, alors que par jugement du 24 mars 2013, du 25 mars, la cour d'appel les condamne. La Sogeco est reconnue coupable. Et la cour d'appel valide tout le contenu des sentences arbitrales, à savoir des dévidages et des pots de nuit, des faits extrêmement graves. Et aujourd'hui, nous, on voit ces gens-là, ils ont détourné des sommes astronomiques et ils ne sont même pas inquiétés. Je veux dire qu'aujourd'hui, la Sogeco continue, et ce qui est machiavélique dans cette affaire,
c'est qu'ils financent les procès avec notre argent, avec l'argent dérobé aux victimes. Ça veut dire qu'eux, ils peuvent faire durer le litige pendant des années, ça ne leur coûte rien. C'est avec notre argent qu'ils payent. C'est pas avec l'argent de la Sogecor. Et moi, le gouvernement, suite à l'affaire Cahuzac, a dit qu'ils vont faire une des priorités, un combat. Et d'ailleurs, il y aura des instances qui vont être créées, uniquement pour ça, justement, pour lutter contre la haute criminalité financière en col blanc. Et aujourd'hui, ce qui est PAV, dans le scénario judiciaire, des suites justement des conséquences désastreuses de cette justice privée, de cette justice arbitrale, c'est que la Sogecor aujourd'hui est condamnée à nous indemniser, non pas avec l'argent de la Sogecor, mais c'est avec l'argent des sociétés qui nous ont dérobé. Donc ils font une opération en blanc, ça leur coûte rien. Et il n'y a pas de sanction. Et moi, ce que je veux dire, c'est que comment il n'y a pas besoin d'être... et maintenant, je vais venir sur l'aspect financier de cette arnaque, pour montrer. On dit qu'on a touché 1 million d'euros, déjà, ce n'est pas le cas. Et même si c'était... Ça, c'est la décision de la Cour d'appel, hein, c'est ça? Oui, voilà. Mais c'est pas 1 million, mais c'est après quittance. Donc, dans les 1 million 100... déjà, ils nous ont donné que 366 000 euros sur 1 million 100. Ça, c'est quoi alors? Ils ont déduit. Il y a 1 million 100, mais c'est après quittance. Il y a le prix provisoire. C'est quoi la quittance? C'est après tout ce qui est descente déduit de tout ce qui avait déjà été payé. Donc, il y a le prix provisoire. Il y avait un prix au départ de 772 000 euros. C'était le prix provisoire du 23 octobre. Ça, c'est le prix provisoire. La moitié devait être payée au bout de 3 mois. Ils l'ont fait seulement 2 ans plus tard sur condamnation. Et la moitié au bout de 4 ans. Et cette moitié, c'est-à-dire de 772 000 euros, les 387 000 euros, ils l'ont payé seulement, la première sentence est le 9 décembre, fin décembre 2008. Je mets 12,08, on a touché ça. 387 000 euros, c'est tout. Donc, dans les 1 million 100, il faut déduire les 387 000 euros. Ils ont déduit aussi, quand ils ont été condamnés à 1,5 million en 2000, suite à la deuxième sentence, donc le 24 mars, suite à la décision du premier président, il a dit de payer 170 000 euros le préjudice financier sans mettre de date. Et le reste avait versé à la caisse de dépôt. C'est 170 000 euros en 2011, au lieu de nous les payer, quand on a fait des saisies, ils sont allés payer le fisc sur le plus-value. Donc ça aussi, c'est à déduire, des 1 million 100. Ça veut dire qu'il reste quasiment rien. Et moi, je veux dire, en arriver à ça, pour dire quoi? C'est que là-dedans, on a fait une vente à perte. On n'a rien gagné, au contraire, on a perdu de l'argent. Quand je veux dire on a perdu, on en est, et ça c'est important de dire, à plus de 400 000 euros de frais de défense. 400 000 euros de frais de défense. J'ai un rapport d'expertise du cabinet Optimum, et c'est une arnaque. Et au moment donné, moi je dis, on nous prend pour des imbéciles. Le rapport Optimum a valorisé les 5 sociétés en 2006, se basant sur les comptes de M. Lala, attesté sans réserve, qui officie encore dernièrement comme président de l'ordre des experts comptables, à 3,6 millions d'euros. Le tribunal arbitral, ils ont une société pour 456 000 euros. 70%. Ici, c'est pour les 100%. 400 000 euros de frais de défense. 456 000 euros. Le tribunal arbitral, dans les sentences 3 et 4, on a été condamné 112 000 euros pour déloyauté envers ceux qui nous ont dépouillés. Déloyauté. « 100 000 euros violation de la clause de non-concurrence. »
225 000 €. Violation de la clause de confidentialité. C'est-à-dire il fallait fermer sa bouche. On en est à 437 500. Au total, en 437 000 € d'amende qui ont été validées par la Cour d'appel. Prix 456 000 €. 437 000 € d'amende. Il reste zéro. 400 000 € de frais d'honoraires. Sur les 1 100 000, là ils nous ont donné 366, il y a les APD. Si on compte l'argent qu'on doit aux emprunts familiales, aux plus-values, l'argent aux avocats, il y a eu des frais de saisie, là encore on doit 8 000 € au cabinet de huissier. Pour la clause de non-concurrence, l'avocat nous a pris 3 000 € en taxes de frais d'honoraires. Il y a les plaintes pénales, il y a je ne sais pas combien de procédures pour diffamation, il faudra payer les avocats. On en a facilement 50 000 60 000 € de frais d'avocat qui vont tomber dans les semaines qui arrivent. Je veux dire quoi? Aujourd'hui, il restera zéro. Et non seulement il restera zéro, je suis traqué maintenant. Et moi je souhaiterais dire que Maître Arnaud, qui nous a vendu, et moi j'insisterai là-dessus, comme du bétail à la Sogecor. Et ça c'est important de le dire. Maître Arnaud a été le rédacteur unique des actes. Donc la déontologie, il a été l'avocat des deux parties. Pendant 5 années, Maître Arnaud s'est retourné contre nous et est devenu avocat de la Sogecor, contre ses propres victimes. Il était votre avocat? Oui, il est le joueur de la vente et 5 ans après, couvert par le bâtonnier Michel Bidois, pendant 5 ans, au mépris de la déontologie totale, il a plaidé devant toutes les juridictions de La Réunion, notamment la juridiction arbitrale mise en place et fabriquée par lui-même. Et il réclamait 4 millions d'euros de dommages et intérêts. Et Maître Arnaud, moi, bien entendu, après ce qu'ils nous ont fait, on n'a jamais utilisé la violence, on est toujours resté civilisé, on n'a fait que dénoncer. Heureusement, si on ne l'avait pas fait, Maître Ali Balou a fait des faux usages de faux, etc., le PDG de la Sogecor, ils ont commencé à nous accuser de les avoir volés, c'est nous qui les avons volés, qui les avons trompés. Mais si on n'avait pas mis la vérité sur la place publique, c'était un litige entre nous, Sogecor et la justice. Comment on aurait fait? Ils nous auraient envoyés. Et aujourd'hui, moi je souhaiterais la perversion morale de la partie adverse. Je suis accusé de malade mental, de psychopathe, et un juge voulait même une expertise psychologique me concernant. C'est-à-dire que aujourd'hui, non seulement ils nous ont ruinés, ils veulent nous salir, ils sont en train d'instrumentaliser la justice pour dire, bon, il a dit ça, vous le condamnez. Il a travaillé, vous le condamnez. On ne veut plus le voir sur le marché de La Réunion. Autrement dit, on dénonce s'il y a d'avoir des pressions de la part de ces gens-là. Et la plainte pénale, elle en est où? Mais la plainte pénale, est-ce que vous avez des nouvelles récemment? on a fait des demandes d'actes, et là on va déposer maintenant, on va délocaliser. Suite à la déconsignation des... C'est quoi les demandes d'actes? De demander aux juges d'instruction de faire, d'entendre des témoins et tout ça. C'est pas fait, ça? Si, ça c'est fait. C'est fait. Ils viennent de donner une date d'ailleurs, il y aura un témoin qui sera entendu prochainement. Ce qui veut dire que ce qui est annoncé dans toute la presse qu'en étant une victoire, aujourd'hui à ce jour, je suis père de famille, j'ai des enfants, j'ai plus rien. J'ai plus rien, j'ai plus de revenus. J'ai loué une voiture, vous m'avez vu arriver, j'ai plus de voiture. Mais je vis comment? Et si je travaille, je vais me prendre des assignations. Si j'ai perdu la liberté de travailler tranquille, librement dans mon pays. Parce que je dois Maître Arnaud, comme j'ai dénoncé ce que Maître Arnaud a fait, il aurait dû être rayé du barreau. Il n'a même pas fait l'objet de sanctions disciplinaires. 5 ans après, on bâtonnier l'a dû sortir point bas. Et pendant ce temps, tous les dégâts qu'il a fait. Et il vient devant le premier président, comme si rien n'était, il continue, il m'assigne, il me réclame encore, ils ont envoyé des huissiers chez moi.
Eux, ils savent se faire payer. Par contre, quand il s'agit d'aller récupérer l'argent avec eux, ils trouvent toujours des combines. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ils nous ont escroqué tout notre réseau. Et je souhaiterais montrer ce qu'on était avant les sessions foncières de la Sogecor. On avait 707 magasins, 7 centres auto, une centrale d'achat MDOI en 2006 qui fait 300 000 € de bénéfices. Une société qui fait 300 000 € de résultats actuellement, qui est mise à la porte de la banque. On était agent continental, on avait quand même un réseau de revendeurs partout dans l'île, donc on a constitué tout un réseau. Aujourd'hui, 6 ans après, on a perdu nos sociétés, on a perdu tout notre réseau, on a perdu 7 ans de notre jeunesse. Et moi, je vais parler du colonialisme qui sévit encore à l'île de la Réunion. Et ça, c'est des pratiques coloniales. Et voilà la perversion de tout ça. Ils préfèrent en face qu'on passe notre jeunesse devant les tribunaux, à nous épuiser, nous ruiner en frais de défense, préfèrent investir sur des procès, d'ailleurs, ça leur coûte rien, plutôt que de nous voir sur le marché réunionnais à travailler pour subvenir aux besoins de nos familles et des faire de l'ombre. Harcèlement. Et maintenant, je suis mis en examen parce que j'ai appelé la Sogecor plusieurs fois, souvent c'était sur messagerie. Je l'ai eu peut-être 2 fois. Et j'ai eu reçu de menaces de mort. M. Merali Balou a fait convoquer tout le personnel juste après nous avoir virés. Et ça, je tiens à le dire, j'ai des attestations. Messieurs, maintenant vous travaillez pour moi. C'est fini le temps des petits moussagis, des salés en retard. Nous, on a des millions d'euros. Et j'ai beaucoup d'attestations. Nous, on a des millions d'euros. Maintenant, vous travaillez pour un grand groupe. C'est fini le temps des petits moussagis. Donc, les employés disent, oui, mais les moussagis disent qu'ils n'ont pas été payés, ils vont faire annuler la vente. Ils disent, monsieur, quand vous achetez un véhicule, c'est le nom qu'il y a sur la carte grise qui détermine la propriété. Ils montent le cabis. Là-dessus, il y a mon nom. Donc, les sociétés sont à moi. Et s'ils ne sont pas contents, qu'ils aillent au tribunal. Je me ferai un plaisir de m'occuper de leur cas. Et vous leur dites de ma part que s'ils me cherchent, ils vont me trouver. Je veux dire, voilà, ils sont sûrs d'eux. Et maintenant, je veux parler au-delà de tout ça. C'est pourquoi on a décidé, face à tout ça, cette manipulation de la justice, parce que nous, on ne veut pas tirer. On se félicite qu'aujourd'hui, la justice est en train d'ouvrir les yeux, notamment l'arrêt de la Cour d'appel, parce qu'il y a une manipulation honteuse de la partie adverse, qui ont raconté pendant des années, et la vérité est en train de sortir. Sauf que derrière, on a des gens, M. Merali Balou, et ça je souhaiterais le dire, on n'est pas attaqué par n'importe qui, ça explique peut-être des choses, et il y a des vérités qu'on va dire à Paris, il est magistrat au prud'homme. Magistrat au prud'homme. Donc il peut avoir côtoyé les juges qu'il veut au tribunal de Saint-Denis. Donc on est attaqué par un magistrat au prud'homme. Le DG de Sogecor, M. Arzou, Mohamed Ali. Il est un des gros administrateurs du MEDEF. Il siège à la Sécu, etc. M. Benbassa, ancien grand patron du quotidien, qui maintenant est président de la caisse de retraite, CRC. Jacques Gauthier, qui a été un gros complice de la Sogecor, choisi comme arbitre de la Sogecor, ex-procureur général. Procureur général, ex-procureur général. Cette affaire, ça c'est un magistrat qui l'a dit, met en cause trop de personnalités importantes à l'île de la Réunion. Banque, ça met en cause la banque, bref. Il y a aussi une assignation qui a été portée contre le cabinet HDM, c'est-à-dire que Maître Arnaud a fait dépendre le prix dans les actes de nautique qui sera établi au plus tard au 31 décembre 2008 par le cabinet HDM. Aujourd'hui, c'est pas moi qui le dis. On m'a dit que je suis un psychopathe, je suis ce qu'on veut, moi. Qu'ils le disent.
Je vais juste vous lire un article pour les gens qui sont là. Également, d'autres éléments corroborent encore cette exécution peu loyale de ces engagements par la SOGECOR. D'abord, les actes de cession prévoyaient dans l'article 3.4 que le prix définitif de cession sera fixé au vu d'un rapport établi à la suite d'un audit effectué par le cabinet HDM, qui est le propre commissaire aux comptes de la SOGECOR, donc juge et partie. Maître Arnaud a fait dépendre le prix définitif du propre commissaire aux comptes de la SOGECOR. Il savait que le commissaire aux comptes chargé d'établir ce rapport n'était autre à cette époque que celui de la SOGECOR et que pris en la personne de M. Michel Mounavarali, celui-ci était de surcroît lié par des liens familiaux à M. Hatim Mounavarali. Ils ont embauché le frère comme une main à bloc, embauché à compter de mars 2007 comme RAF, responsable administratif et financier du groupe GIE Cap Avenir, chargé de préparer les arrêtés de compte de toutes les sociétés membres de ce groupement sous la direction de M. Mirali Balou, et qui a d'ailleurs marqué son refus de se faire auditionner par le tribunal arbitral dans le cadre de la présente procédure. Le tribunal arbitral considère qu'il y a là des éléments propres à faire planer un doute sur la neutralité de l'esprit investi de la mission du site et de là sur la fiabilité du contenu du rapport destiné à servir de base à l'établissement de la situation intermédiaire, ce qui est d'ailleurs conforté par le fait que le rapport établi par le cabinet HDM n'a été ni daté ni signé. Les auditions prolongeant et confirmant les écritures ainsi que les pièces versées au débat mettent en lumière les insuffisances, les limites, les oublis de ce rapport qui conclut à aucune anomalie, alors qu'il existait notamment des écarts de prix, de revient sur les pneus, des écarts de marge d'un centre à l'autre, des valorisations d'articles à zéro, une absence de prise en compte de certaines immobilisations pour la société PSA, de sorte que le tribunal y voit là encore un comportement de la SOGECOR destiné à minimiser la valeur des éléments de référence nécessaires à l'établissement de la situation intermédiaire. Ensuite, les actes de cession prévoyaient encore dans l'article 37 que le prix définitif sera fixé sur la base du bilan arrêté au 30 juin 2006 et d'une association comptable arrêtée au 30 novembre 2006. Il résulte des auditions et pièces versées au débat, confirmant les écritures, qu'il n'est pas douteux que les comptes clos pour l'exercice 2006, soit au 30 juin 2007, aient un caractère non sincère et ne reflètent pas une image fidèle. Monsieur Lala a démissionné, expert comptable des sociétés à l'époque, avait à leur propos procédé par voie d'opinion, notamment dans une lettre de novembre 2007, mettant en lumière les changements de méthode comptable initiés par la SOGECOR, notamment pour la société MDEI qui n'était pas conforme à la réglementation comptable en la matière. De sorte que les changements auxquels il avait été procédé avaient un impact significatif sur le montant de chiffre d'affaires et donc sur la valorisation des stocks en fin d'exercice. M. Lala a mis fin à sa mission en septembre 2007 suite aux observations qu'il avait faites et au regard des conditions difficiles dans lesquelles sa mission se déroulait, considère qu'il y a là encore des éléments qui caractérisent la volonté de la SOGECOR de fausser les données de référence aux fins d'évaluation des stocks et de là de détermination du prix définitif, etc., etc. Il a payé des auditions et pièces versées au débat. À 2 reprises sur une période de 10 jours, de grosses quantités de marchandises sont sorties de dépôt, sans bonne livraison pour en rejoindre d'autres, sur ordre de la gérance de société en cause, et sans autres mesures de sécurité nécessaires pour assurer les dévidages de dépôt et le transport de celles-ci, que les opérations de dévidage et de transport étaient assurées par des intérimaires et donc non salariés des sociétés, alors que des procédures de traçabilité étaient mises en place par la nouvelle gérance. Le tribunal ne peut que tirer de ces faits la constatation selon laquelle la SOGECOR procède ici à un dévidage de dépôt de des consignants tels: absence de bonne livraison, dévidage de dépôt dans des intérimaires, transport des marchandises, que les marchandises sont exposées à un grand risque de vol et mises ainsi en péril, ce qui est de nature à peser négativement sur la valorisation des stocks. Il estime là qu'il y a là encore des faits mettant en lumière la volonté de la SOGECOR de minimiser la valeur de ces derniers et de fausser l'établissement définitif. Je reviens sur l'adage. C'est pas moi qui le dis, et la Cour d'appel vient le confirmer à titre définitif. C'est pourquoi on est en droit de réclamer, de par ces jugements qui sont rendus, la mise en examen. Il y a un adage qui avait été plaidé devant le tribunal arbitral. La fraude corrompt tout. On a demandé l'annulation des actes de vente. Le tribunal reconnaît que l'acheteur a faussé le prix. Il y a eu des changements de logiciel à des inventaires, mais il valide quand même les actes. Et il nomme un expert pour fixer le prix. L'expert, Éric Delsal. Monsieur Moussati, oui. excusez-moi, mais
Enfin, vous savez, quand vous avez, enfin, on a passé déjà beaucoup de temps, Oui, ça, oui, oui. on l'a déjà dit, tout ça. Non, mais Moi, ce qui est important aujourd'hui, c'est de fixer le temps, c'est-à-dire on est après ce qu'a dit la Cour d'appel, donc regardons, enfin, vous voyez, on va pas tout réécrire et tout ça. Moi, je veux Ce qui est dire... important, c'est qu'il y a une instruction judiciaire, ça c'est important. Bon. Dites-moi ce qu'il en est et ce que vous comptez faire. Parce que, vous voyez, nous, on ne peut pas tout à chaque oui, fois. bien sûr. Réexpliquer. Non, mais moi je vais dire pourquoi aujourd'hui, on a décidé à Paris, on va assigner le tribunal arbitral, les magistrats. Alors, ça, c'est une nouvelle procédure. Voilà, c'est une nouvelle... bien clair. Voilà, tout à fait. C'est une nouvelle procédure. Donc vous allez assigner les 3 arbitres du tribunal arbitral pour complicité. Et je viens de vous expliquer pourquoi, je l'ai lu, le rapport HDM, parce qu'au final, ils auraient dû annuler les sessions, ils ne l'ont pas fait. Ils nomment un expert pour fixer un prix qui est devenu indéterminable. Sauf que le prix, c'est l'expert Delsal, M. Delsal, qui valide à 456 000 €. ça c'est quoi, 455 456 000 €, le prix définitif. Aujourd'hui, ils l'ont eu, nos sociétés, à 456 000 €. C'est l'expert. Et le tribunal arbitral a validé cette expertise, mais qui est basée sur le rapport HDM. Et vous les assignez devant quoi exactement? On va assigner au pénal avec les avocats, on est en train de préparer. Paris. Voilà, à Paris. Vous avez porté plainte au pénal? Voilà, au pénal à Paris. Pour quel motif? complicité d'escroquerie sur le prix de cession, déjà. Et vous vous rendez compte? Ils disqualifient, je viens de le lire justement, j'en voulais venir sur cette justice privée. C'est une juridiction qui a été montée de toutes pièces par la SOGECO. C'est ça aussi le but de mon intervention aujourd'hui. Et le tribunal arbitral, l'expert Delsal s'est basé sur le rapport HDM, qui savait frauduleux parce qu'il avait déjà été dénoncé par le tribunal arbitral. Donc on est dans la fiction juridique. C'est une fiction. Il disqualifie le rapport HDM, mais il valide un rapport basé sur le rapport HDM qu'eux-mêmes ils savaient frauduleux. Donc ils ont fait n'importe quoi. Et aujourd'hui, on est encore pris pour des années de procédure certainement. Pourquoi? Et ça, l'avocat vient de le dire. On est toujours actionnaire à 30%. Parce que ça, c'est pas encore... Il y a les 30% restants. Et la nouvelle plainte, là, elle est pas... Vous avez déjà déposé une plainte ici au pénal? Pour l'instant, il y a des plaintes pénales pour escroquerie en bande organisée sur les faits avant les sessions. Est-ce que ces deux plaintes ne se chevauchent pas? Non, là c'est sûr. Après, il y aura d'autres plaintes qui vont venir également sur les dividendes. C'est-à-dire qu'on a déposé plainte pour la collusion de la Brette, sur ce qui nous a poussé à céder. Ça, c'est celle qui est la déjà construction, en cours, voilà, la construction frauduleuse. Voilà. Pas trop. Voilà. Et maintenant, il y a aussi, on est toujours actionné à 30%. Les sociétés, toutes sont en perte depuis plusieurs années. Et moi, je vous souhaiterais mettre en avant, et quand je parle de haute criminalité financière en col blanc, on a un rapport du cabinet Optimum de 2005 à 2011. Ils ont monté un GIE panneau et tout ça. Sur les 5 sociétés, on est toujours actionné à 30%. Donc on a cédé en 2006, donc l'exercice 2007, 2008, 2009, 2010, etc., 2011. Ils ont déjà détourné plus avec les éléments en notre possession, plus de 4 millions d'euros. Et ils ont fermé. La plupart des sociétés n'existent plus. Sur les 7 magasins qu'il y avait, il ne reste que 2. Donc en gros, ils vous ont privé de vos dividendes. Voilà, ils nous ont privé de nos dividendes également. Ils les remplacent. Voilà. Et maintenant, voilà, ils sont en train de remplacer. Par des montages financiers, c'est ça? Voilà, par des montages, par des frais de GIE, c'est aussi dans la plainte pour abus de biens sociaux. Ce qui veut dire quoi? Et je reviens là-dessus, c'est pour... Excusez-moi, oui. ça c'est une autre plainte pour abus de biens. Voilà. Non, sociaux. c'est toujours, c'est aussi dedans. Non mais c'est pas là, parce que le tribunal arbitral et ça, c'est deux choses différentes. Oui, le tribunal arbitral, bien sûr, tout à fait. Le tribunal, ça c'est à part. Là, on va signer le tribunal arbitral. Maintenant, c'est pour montrer, regardez.
Ils nous ont pris nos sociétés, ils nous ont privés pendant 6 ans, ils nous ont envoyés au RMI, et qu'est-ce qu'ils ont fait de ces sociétés? Ils voulaient un rapprochement. Vous êtes les hommes qu'il nous faut, ils nous ont virés, ils nous ont mis au RMI avec interdiction de travailler, et de nos sociétés, ils ont détruit, un par un. Et de par leurs agissements, c'est pour détruire la concurrence. Donc au final, il ne reste plus rien. Il nous a éliminés et il nous a écartés du marché pendant 7 ans, 8 ans, 9 ans. Et c'est leur stratégie. Et derrière, ils le font en toute impunité. Et moi, je suis mis en examen pour justement avoir réclamé mon dû. Et aujourd'hui, comment on va faire pour financer tous ces procès-là? Nous, aujourd'hui, on en a ras-le-bol. Les faits sont extrêmement graves. On a des rapports d'expertise qui prouvent tout ça. Et donc, ils font une opération en blanc. Ça s'appelle la haute délinquance financière en col blanc. Donc, ils veulent nous pousser à bout, nous pousser au suicide. Il y a un des employés de la Sogecor qui a déjà passé à l'acte. C'est malheureux. Et ben, ils veulent faire la même chose, sans scrupule. Et ils continuent. Et je vous donne une lettre de M. Mirali Balou, quand on l'avait alerté sur la question. Voilà ce qu'il nous répond. Monsieur, je fais suite à votre courrier du 28 février 2008, nous mettant en demeure de suivre vos conseils en matière de politique commerciale. Nul doute que vos inquiétudes sont fondées sur des rumeurs et des on-dit. Je tiens à vous rassurer, les sociétés dont nous avons la charge de gestion et de vous êtes les actionnaires minoritaires sont gérées comme il se doit, dans le respect de la réglementation, dans la transition de gestion du groupe Sogecor et dans l'intérêt à moyen et long terme des actionnaires. En 2008, on avait prévenu qu'il y a des trucs qui ne vont pas. Et voilà ce qu'on nous répond. Donc aujourd'hui, on considère, et ça fait aussi l'objet d'une plainte en diffamation, que la Sogecor, qui publiait plus ses comptes au greffe depuis 2001, est une société de blanchiment d'argent. Et on va le dire maintenant, c'est pourquoi, face à toutes ces dérives, à cette volonté de nous mettre à mort, on n'a plus d'autre choix. Il y a beaucoup d'autres dossiers, c'est pas seulement l'affaire Moussagi, il y a l'affaire Kada, qui met encore des dysfonctionnements énormes dans d'autres domaines, il y a d'autres affaires. Donc on va aller avec une délégation dans 3 semaines, 3 semaines à 1 mois, on est en train de préparer, on a déjà contacté pas mal de médias nationaux, et on va aller interpeller directement les gouvernements. Vous allez voir qui, Taubira? Voilà, à Bercy. On va aller à Bercy. On va aller à Bercy. On va aller voir pas mal de... Parce qu'on a largement de quoi, et moi ce que je serais de dire, des petits réunionnais pour 5 000, 10 000 euros, ils sont écroués, quelques jets de galets. Mais moi j'aurais préféré que la Sogecor me lance un galet à la figure, ça me refait quelques points de suture, en 2 mois j'étais rétabli, plutôt que passer toute ma jeunesse à le regarder détruire mes sociétés comme ils le font, à nous traquer devant les tribunaux comme ils le font. Et aujourd'hui, eux, ils n'ont rien. Et il faut un nettoyage des institutions. J'ai nommé à qui on a affaire. Ils sont au MEDEF, magistrats prud'homal, CAC. Ils sont partout, ils sont à la tête de toutes les institutions à La Réunion. Comment on veut faire avancer l'île de La Réunion si on a des gens avec la moralité pareille? Il y a un gros problème. Et je veux revenir là-dessus. C'est une mission qui est devenue une mission de salubrité publique. C'est une mission d'intérêt général. Notre affaire est emblématique, c'est pas seulement moi qui le dis, il y a beaucoup de monde qui l'ont compris, des mécanismes de l'économie réunionnaise. Et je souhaiterais poser des questions maintenant qui... et aussi, pour vous montrer, le 23 octobre 2006, il y a 2 magasins, celui de Saint-Joseph et... Donc, la mission, vous allez partir à Paris, c'est ça? Oui, on va partir à Paris. Et en détail, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez à Bercy? On va à Bercy, on va faire une conférence de presse sur place. On va exposer nos problèmes, quoi. On va exposer nos problèmes, on va exposer qui dirige les institutions à l'île de La Réunion. On va alerter. On va alerter ce qui se passe ici, comme on... Alerter les autorités. Voilà, on va alerter les autorités, les ministres, le ministre de l'Outre-mer. On a des dossiers. On va envoyer tous les courriers. Donc ça sera Taubira, l'Outre-mer et Bercy. Merci. Ouais. Il faut éviter l'agressivité quand même, hein. C'est important. Hein. D'accord. Oui. Ah non, mais il n'y a pas d'agressivité. C'est pourquoi on va alerter sur l'instrumentalisation de la justice ici par des gens qui sont au-dessus de tout. En gros, de non-application de la loi. Comme moi, j'ai reçu 8 courriers des ministères en demandant à la préfecture de me recevoir. Je ne me reçois pas. C'est des problèmes comme ça, quoi.
Et puis moi je pose la question. Et ça sera au nom de quoi la délégation? Il y aura On va faire un collectif. Il y a un collectif, il y a Éveil Citoyen. Éveil Citoyen, il y a 974. On a créé ça. D'accord, alors Éveil Citoyen? Éveil Citoyen, 974. Ça s'appelle comme ça, le collectif? Voilà. Et puis, tout le monde, dernièrement, même dans le GIE, il y a eu un article, il y a des jeunes qui disaient qu'il y a des élus qui volent des millions, ils font quelques heures de garde à vue, et même pareil, ces gens-là, les magistrats, ils sont les gros et les petits. Dès qu'ils font un petit truc, ils sont sévèrement condamnés, ils sont emprisonnés. Et je veux dire, c'est cette inégalité de traitement qu'on souhaiterait aussi dénoncer. Parce qu'au-delà de tout ça, moi j'estime que je représente l'avenir Ils sont de la bien jeunesse. au courant, en plus. Ils sont bien au courant, les ministères de Tout à fait, affaires. des entrepreneurs comme nous. Et cette affaire pose la question, c'est ce que M. Ploquin dit à travers cette affaire, pose la question de savoir si à certains moments l'île de la Réunion n'a pas des fonctionnements dignes d'une république bananière. C'est M. Ploquin qui l'a dit sur Freedom quand il a été interrogé. Et moi je souhaiterais poser la question, est-ce qu'on est encore au temps de l'esclavage? Parce qu'on nous prend tout, et c'est nous qui sommes accusés de traquer devant le tribunal. Quel avenir pour les PME réunionnaises qui réussissent et font de l'ombre au monopole en place? Notre belle île transformée en véritable territoire de chasse. Qui sont les vrais responsables de la montée fulgurante du taux de chômage dans notre département? Et tout ça, ça s'explique. Et M. Yves Gégaud, ancien secrétaire d'État à l'Outre-mer, déclarait il y a quelques années encore devant toutes les chaînes de télé et radio que ce sont les lobbyistes qui font la loi à La Réunion. Et freinent le développement économique. Et c'est pourquoi on fait l'objet d'un acharnement judiciaire sans précédent de la part de notre prédateur, et d'où on n'a plus le choix. Et moi je souhaiterais dire, si vous pouvez insister sur le fait, la situation humaine dans laquelle on est, je suis père de famille, j'ai 2 enfants, on n'a plus même rien, il a 3 enfants, on est des pères de famille, on a des familles à nourrir. On ne nous laisse pas travailler en paix, on est traqués par les tribunaux, on a le droit de rien dire. Et